international, situationniste. La sagesse ne viendra jamais. Qui siamo arrivati sul luogo dell'attentato al giudice Falcone, alla moglie e ai suoi 3 agenti di scorta. E ancora possiamo vedere che era tutto distrutto e l'asfalto l'hanno rifatto da poco. E si è obbligati a passare da qua perché non c'è altra strada e si è obbligati a passare da questo luogo. La conception de l'histoire comme un jeu a conduit Guy Debord à s'intéresser à la stratégie au sens militaire, mais aussi au sens d'une science de l'évolution des forces, des facteurs humains, des machinations qui donnent au meneur du jeu l'occasion de déployer sa propre intelligence. Lui-même s'est dépeint comme le chef de l'armée de la subversion, et son film Injirum abonde en métaphores militaires et en images de bataille. Toute l'histoire n'est qu'un perpétuel conflit dont il faut apprendre les règles. La sensation de l'écoulement du temps a toujours été pour moi très vive, et j'ai été attiré par elle, comme d'autres sont attirés par le vide ou par l'eau. En ce sens, j'ai aimé mon époque, qui aura vu se perdre toute sécurité existante et s'écouler toute chose de ce qui était socialement ordonné. Voilà des plaisirs que la pratique du plus grand art ne m'aurait pas donné. Quant à ce que nous avons fait, comment pourrait-on en évaluer le résultat présent? Nous traversons maintenant ce paysage dévasté par la guerre qu'une société livre contre elle-même, contre ses propres possibilités. L'enlaidissement de tout était sans doute le prix inévitable du conflit. C'est parce que l'ennemi a poussé si loin ses erreurs que nous avons commencé à gagner. J'ai rien à me faire rapprocher, en particulier sur le plan des mafias. Vraiment, ça c'est l'injustice la plus incroyable qui pouvait me toucher. Catania, alzati e rivestiti di luce e di giustizia. Il tue maintenant. Ce n'est plus des menaces, mais il passe à l'action. On a très peur dans notre quotidien, on sent la menace. Maintenant, si les gens viennent vous tuer chez vous, la situation est dramatique. Et notre vie est en danger maintenant. Si vous faites rien, ils vont nous exécuter. Il faut absolument faire quelque chose le plus rapidement possible. Narcissism is an ugly fault, and now it's a boring fault too. Between living and grieving, there is a third thing. Marco, vous avez dirigé la revue Ion, centre de création. Non, il n'y a aucune raison que ça s'appelle Ion. On peut plus. Ion, c'est né de discussions interminables pour savoir quel nom on peut donner à quelque chose qui doit avoir un nom. Et Ion, ça allait très bien. Dans ce numéro unique Ion, donc une revue lettriste que vous avez dirigée, Marco, il y a déjà un très grand nombre de noms devenus célèbres. Le nom de Guy Debord, le nom de François Dufresne et quelques autres. Alors comment avez-vous rencontré Guy-Ernest Debord? Je l'ai rencontré à Cannes, mais c'est très très vieux, je crois que c'est en 1950-51. J'étais à Cannes pour présenter le film de Izu, parce qu'Izu n'était pas là, donc comme j'étais le producteur aussi du film de Izu, le film était présenté dans la grande salle par Cocteau, et j'étais là. Et Debord, qui était encore lycéen,
Il est venu me voir parce qu'il avait entendu parler des lettristes. Il était très féru comme ça de littérature d'avant-garde, de breton, etc. Et c'est là où je l'ai rencontré, où je l'ai vu pour la première fois. Et c'était l'année où il devait, le festival de Cannes était au mois de mai et il devait passer son bac. Voilà. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, si on doit parler de Debord, c'est de parler. Je pense que c'est très important de connaître quelqu'un au début. Parce que, comme on dit dans la théorie du chaos, les conditions initiales sont là. Et bien sûr, après, il a beaucoup évolué, ça, c'est pas dans sa pensée, dans ce qu'il voulait faire. Mais déjà, il y avait quelque chose qui était là, complètement spécifique à lui et alors, qui était intéressant. Marco, qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce que vous avez perçu, vous? Qu'est-ce que j'ai perçu? Attendez une seconde, parce que là... Oh. Vous disparaissez? Non, je disparais pas, mais je voulais montrer ça parce que c'est quand même assez drôle, parce que j'ai une chose qui le caractérise très 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 bien. Tiens, voilà, ça c'est la photo qui était dans Lyon, c'est l'original d'ailleurs. Donc c'est la première photographie de Guy Debord. C'est la photographie qui est dans Lyon, qu'on a publiée. C'est une photographie, vous voyez, qui est ciselée. C'était le principe des films de Izu. Et il avait donc gratté la pellicule et il avait fait... Et ça m'a envoyé ça. Voilà, le divin, comment faire part. Et c'était le divin mai et Guy Ernest Debord, qui sont la même personne, ont la douleur de vous faire part de leur brillant succès aux épreuves du baccalauréat deuxième partie. Fleurs fraîches seulement. Donc, vous voyez déjà, vous avez là quelque chose qui était assez caractéristique du mode de pensée. Déjà, le divin mai, n'est-ce pas, il se dédoublait déjà en deux personnes, Guy Ernest Debord et le divin mai. Référence, bien sûr, au divin marquis. Tout ça sous la forme d'un faire-part. Tout ça sous la forme d'un faire-part, qu'il avait envoyé à tous ses amis pour leur dire qu'il avait réussi. C'est la carte de visite bordée de noir. Voilà. Alors, je reviens à ma question. Comment avez-vous perçu le personnage? C'est ça, c'est ce que je vous dis, comme très, très double, dans le sens où il avait, je pense qu'au départ, il avait dans sa tête un trajet, c'est le trajet qu'il a fait, et d'autre part, il était aussi Guy Ernest Debord qui devait parcourir, explorer, comme on disait à l'époque, il fallait inventer ce que l'on allait être. Or, pour inventer ce qu'on allait être, il fallait aussi penser qu'on existait. Ce qui était très drôle, c'était qu'il s'appelait Guy Debord, mais ce qui s'est fait appeler au départ Guy Ernest Debord. Donc déjà, même là, il introduisait des éléments complètement paradoxaux, dans le sens où il était pas, ça n'avait pas de soi d'être quelque chose. C'est quelque chose qu'il fallait être, il fallait le faire. Et le faire, ça veut dire l'inventer. Tony Negri, vous l'avez rencontré, Guy Debord, jamais? Jamais. Mais il est resté... Moi, j'ai toujours eu la suspicion de l'avoir rencontré en 77. Sur quelle barricade? Non, c'était pas une barricade, c'était... Moi, j'étais là, en France, un peu, presque... j'étais pas dans une situation... j'étais en fuite, donc j'étais là après, justement, le soulèvement de Bologne, et j'étais invité par un groupe de situationnistes. J'ai jamais compris, on s'est trouvé au canon de Gobelin, et il y avait ce groupe de personnes comme ça, ils étaient un groupe de situationnistes, personne n'a jamais dit son nom, non, ni moi, ni eux.
Et j'ai toujours eu l'impression qu'on avait discuté, parlé, voilà. Mais ça reste mon... Jusqu'à quand il n'y aura pas quelqu'un autre qui confirme la chose, moi, je ne sais pas, j'ai eu cette impression, mais c'est tout. Mais c'est très amusant, non? Moi, j'étais en fuite, eux, ils étaient clandestins. Donc, mais dans tout cas, la discussion était libre et ouverte, avec beaucoup de bagarres, mais beaucoup d'admiration, qui courait comme ça, non? IS numéro 7, avril 1962. Notre position est celle de combattants entre deux mondes. L'un que nous ne reconnaissons pas, l'autre qui n'existe pas encore. Il s'agit de précipiter le télescopage, de hâter la fin du monde, le désastre où les situationnistes reconnaîtront les leurs. Alors, comment a-t-il réagi à la projection du film de Isidore Izou, Traité de bave et d'éternité? Il était, je veux dire, que vous dire, il a adhéré tout de suite. Il y avait très peu de gens qui adhéraient à l'époque, mais lui, il a adhéré immédiatement. Il était là, il a rejoint le mouvement lettriste en quelque sorte, comme ça, adhéré au mouvement qu'il y avait à l'époque autour. Enfin, c'était le mouvement lettriste. Moi, j'ai jamais appartenu au mouvement lettriste, sauf que j'étais avec eux. Enfin, dans le sens où je n'ai pas tellement j'étais préoccupé par autre chose, mais aux idées, c'était un certain type d'idées qui étaient là, qui réunissaient un certain nombre de gens, qui sont dans la revue. Et donc, il a adhéré aux idées de ce groupe, comment vous dire, c'est même pas aux idées, puisque ces idées étaient à faire, mais au projet que ce groupe avait, à cette vision de la société que ce groupe... Et ce projet d'un mot, comment est-ce qu'il le résumait? Oh, il le résumait pas comme ça, il voulait faire ça. Vous savez, quand il avait 18 ans, 19 ans, quand vous avez 18 ans ou 19 ans, vous pensez, c'est un choix de vie, hein. Son père était notaire, je crois, donc il en tenait beaucoup à ce qu'il fasse une carrière, et lui, il avait déjà bien décidé, probablement déjà depuis longtemps, depuis l'âge peut-être de 14-15 ans, qu'il entrerait en littérature, politique, etc., enfin, dans ce type de monde, quoi. C'est-à-dire, il n'allait pas s'insérer dans une carrière telle que, à l'époque. Comment est-ce que vous avez lu ce texte, Hurlement en faveur de Sade? Et vous voulez dire si ça m'a plu? Oui, je trouvais ça très très bien. J'ai dit oui, ça va très bien, on va le publier, on va être... Je l'ai vu écrire, je veux dire, il était là, on se voyait tous les jours, ensuite il nous a rejoints à Paris, et bon, on parlait, moi j'ai écrit le dernier texte là, j'ai oublié ça, comment il s'appelle, vous savez, vous me parlez de choses qui ont presque 45 ans, hein, et qui s'appelle Première manifestation de cinéma nucléaire, et lui il écrivait ça, et on communiquait nos projets réciproques, comme ça. Et... Il était, je veux dire, il est arrivé, c'est-à-dire l'année après, il est venu à Paris. Et donc là aussi, j'ai retrouvé une lettre, là, c'est très très marrant, comme ça, maintenant, où il me demande, comme ça, il était venu me voir, et puis il a vu Izou, et puis il a vu Cécile, pour une chambre, il avait trouvé une chambre. Vous l'avez, cette lettre, sous la main? Attendez, je sais pas... Oui, voilà, elle était là. Il y en avait d'autres. Bien, j'ai d'autres documents, ça c'est pas lui, ça. C'est le 23 septembre, quand il a passé son bac J'ai trouvé ta lettre attentivement, rentrant hier d'un bref voyage dans Paris, et ses proches environs, pour des raisons toutes de bave. Évidemment, c'est référence traité de bave et d'éternité. Je n'ai malheureusement pas pu te voir vendredi matin à ton hôtel, mais j'ai rencontré Izou, je vois quelle est la situation. Si tu es arrivé, je t'aiderai pour sortir le film. C'est d'ailleurs un travail qui ne me déplaît pas. Il faudra bien que ces pauvres cons acceptent, et sans nous faire attendre. On a vu du directeur de salle se faire buter pour moi. Voilà, le type, bon, dans cette ville abandonnée de Dieu et en général de tout créateur, j'ai fait ce que tu m'as demandé avant de partir. Il parle de Cannes, là. Alors, il est avec 5 camarades
j'ai fort gêné la projection du film du jeune Géal. Je sais pas quoi, c'était un jeune qui faisait des films là-bas et qui ne pouvait pas voir à Cannes. Heureuse conséquence. Pour la première fois de sa carrière encore brève, l'idiot n'a pas obtenu son prix habituel dans un festival de la connerie noire. D'autre part, j'ai jeté les bases du ciné-club que tu voulais. Et déjà son premier directeur à la porte. Donc, ça j'aime beaucoup. Et ça, il n'a même pas commencé à mettre les pieds. Donc après, on voit bien, comme je dis, que c'est des choses que... Il a déjà tout compris. Hein. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il est arrivé. Donc, il est arrivé à Paris. Non, ce qui est assez marrant, c'est qu'il avait parlé à Izu et qu'il demande, c'est des choses très... J'aime bien les choses comme ça. Izu m'a parlé d'une possible chambre à 9000 francs. Ah, c'était 90 francs, donc, hein, à l'époque, c'était encore les... Izu m'a parlé d'une possible chambre à 9000 francs pour l'hôtel. Si une telle chambre existe, veux-tu lui demander de me la retenir pour le mois d'octobre? Et donc, voilà, c'est là où il arrivait. Excuse-moi de t'apportuner de ces nécessités très peu éternelles et d'en souligner le caractère d'urgence. Je veux te le dire en attendant absolument, écrit en gros, je te salue. Il faut réussir, et là c'est très très drôle, il faut révolutionner les formules de politesse. Amitié à Poussette et bien sûr à Izu. Voilà, c'était... Ça c'est quelle année? Ah, ça c'est 50. L'année 50. L'année 50. Elle est devenue ingouvernable, cette terre gâtée où les nouvelles souffrances se déguisent sous le nom des anciens plaisirs et où les gens ont si peur. Ils tournent en rond dans la nuit et ils sont consumés par le feu. Ils se réveillent effarés et ils cherchent en tâtonnant la vie. Le bruit court que ceux qui l'expropriaient l'ont pour comble égaré. Voilà donc une civilisation qui brûle, chavire et s'enfonce tout entière. Ah, le beau torpillage! Il y a, je trouve, dans la vie et aussi dans les lettres que vous venez de lire, beaucoup de violence. Oui, juvénile, mais violence quand même. C'est pour ça, je vous disais ça pour voir déjà que cette violence qu'il a toujours manifestée. Hein. Par exemple, sous quelle forme? Oh, c'est une violence verbale, la plupart du temps. Sauf que lui est passé... Il y a quand même le verbe buter, là. Oui, mais buter, je veux dire, buter, c'était dans le sens surréaliste du terme. Il aimait beaucoup les surréalistes, hein. Beaucoup, beaucoup. Le lettrisme est arrivé après, mais c'était quelqu'un qui était formé, qui a fait comme ça, par des lectures, des surréalistes, passionné de littérature, Rimbaud, l'autre amant, enfin toute la filière comme ça, qui allait jusque lui, ça oui. Qui savait écrire, très 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 bien. Qui avait une plume féroce, que l'on craignait, qui n'aimait rien de plus que les lettres, était admiration pour l'aide d'engueulade qu'envoyait Breton, ça lui plaisait énormément. Avec des positions excessivement radicales, tranchées, qu'il défendait. Et lui, d'ailleurs, il était assez solitaire. Et je dis, il a toujours dégagé le terrain autour de lui. Il était quand même un peu comme Breton. Il faisait le vide. Les exclusions, là, c'est ça. Ça y allait. Avec lui. Bon, j'ai rien. Je trouve ça très bien. Des exclusions, c'était pris dans un mouvement machiavélique, stratégique, sadique. Je crois que c'était... ça alors, ça j'ai une opinion là-dessus. Je pense que c'est une sorte de rigueur qu'il s'imposait. Parce qu'on ne pouvait pas, ça ne servait à rien. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il aimait se laisser prendre par l'affect.
C'est-à-dire comme ça, des choses d'amitié, le copinage, en gros, dans ce mot comme ça ne lui plaisait pas. Et donc, les rapports qu'il avait, c'était des rapports où on faisait quelque chose, ou si on n'était plus d'accord, on cessait de le faire, ou si quelqu'un faisait quelque chose de différent, chacun s'exprimait dans sa différence. Il a rencontré Breton ? Oui, 2 ou 3 fois. Ils ont fait des choses ensemble. Enfin, ils ont fait, oui. Ah oui, mais ça a été terrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble ? Mais moi, j'étais plus là. Je le sais de oui dire, comme ça, c'est 3 ou 4 années après. Ils ont fait un truc absolument incroyable. Je crois que il y avait une inauguration d'une statue de Rimbaud à Charleville. La ville, pour Rimbaud, la plus bourgeoise. Alors, évidemment, les surréalistes ont été complètement indignés, parce qu'il y avait une organisation officielle, et ils ont décidé de faire une manifestation d'aller comme ça. Et les situationnistes, Debord en particulier, a dit oui, c'est scandaleux. Et ils se sont retrouvés au café, ils ont fait un tract, ensemble, etc. Et l'histoire, le drôle d'histoire, c'est que Debord a dit oui, je prends le tract, je m'en occupe, j'ai l'imprimeur. Et ils ont fait 2 ou 3 000 tracts comme ça. Sauf que sur le truc du tract, il y avait l'attaque de trucs comme ça, et de l'autre côté, il y avait une attaque absolument virulente contre les surréalismes, vieux gaga, tout machin comme ça, etc. Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire ? Vous allez montrer comme ça. Donc il y avait un scandale là, sur un scandale, et c'est un truc très truculent ça, oui, tout ça. Mais c'est quelque chose, je sais, qui m'avait beaucoup amusé à l'époque, qui est très Debord, ça. Il a été trempé dans une discipline de fer, non ? Oui. Une discipline de faire. C'est-à-dire, il a été à l'école, c'est ce que j'expliquais un jour, parce que comme ça, il y a un truc. Moi j'ai dirigé le centre américain, le boulevard Raspail, pendant presque 7-8 ans. Et justement, j'expliquais que nous avons été de l'école. Personne n'était à l'université. Artaud, c'est pareil. L'expression artistique, à l'époque, littéraire, tout ce que vous voulez, c'était les cafés, la rue. Et il y avait une discipline terrible. C'est-à-dire, moi j'ai fréquenté 1 an ou 2 les cafés surréalistes, mais c'est là où je me suis formé. C'est-à-dire, c'est là où j'ai tout appris. Mais il y avait une exigence, c'était pire que de passer des examens. Je crois que c'était beaucoup. En fin de compte, c'était plus formateur que n'avait jamais été l'ENA ou la société des agrégés, tout ce que vous voulez, parce qu'il y avait vraiment une discipline et ça ne concernait pas un monde déjà là, c'est-à-dire d'érudits. Beaucoup étaient érudits, mais c'était toujours pour en sortir. C'était jamais pour en faire étalage. Pour en sortir ou pour en finir ? Pour en finir, mais pour en sortir. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme le problème des astreintes. Il faut se donner des astreintes dans la vie, parce que si on ne donne pas des astreintes, on ne peut pas savoir qu'elles existent. Donc il faut bien savoir de quoi on veut sortir, de quoi... On sait très bien qu'on ne peut pas en finir. Ça, je ne crois pas qu'il était assez naïf pour penser qu'on pouvait finir avec ça. On savait très bien qu'on n'en finirait pas. Hein, Mais il a quand même voulu en finir avec l'IS. Il a arrêté l'international situationniste, oui. C'est-à-dire il a mis fin à l'ensemble des numéros de la revue. Oui. Oui, mais ça c'est une position radicale qui est de savoir qu'on ne peut pas être marqué par le temps. C'est assez terrifiant, ça. Regardez comme quelqu'un comme Godard, il est complètement marqué par la nouvelle vague, et s'il veut en sortir, il ne peut pas. Quand il a voulu en sortir, qu'il a fait du tas de politique comme ça, il a eu un mal fou, parce qu'on disait oui, mais vous êtes la nouvelle vague, etc. Et donc il faut faire très attention. Ça, j'avais eu des longues conversations avec lui. C'était là où j'avais sorti un truc, je pensais il faut neiger sur ses pas, c'est-à-dire il faut faire très attention d'effacer toute trace si on veut laisser quelque chose qui soit dans la mémoire des gens et donc on sait très bien qu'on n'en finira pas. Donc s'il a fini avec l'international situationniste, c'est à bon escient, c'est-à-dire parce qu'il pensait encore probablement, je ne sais pas quoi, puisque je ne l'ai pas connu après. Narcissism is an ugly fault, and now it's a boring fault too. Between living and grieving, there is a third thing. Est-ce qu'il est facile pour vous de parler des situationnistes, Tony Negri? C'est facile et difficile, c'est très compliqué, je dois dire, en réalité, parce que j'ai eu toujours des rapports de fascination, d'un côté,
et de l'autre, certaines fois des répulsions véritables. Alors qu'est-ce qui vous a fasciné chez eux? Mais chez eux, ce qui fascinait, mais je vous parle vraiment des premières années de ma connaissance de situationniste, et je pense que c'était au début, première moitié, en tout cas, des années 60, quand, je sais pas, moi je vivais dans ma petite Provence italienne, et on commençait à arriver, les premières, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'était, mais c'était des documents, des papiers, des choses de l'international situationniste. Après le grand choc du premier document qui en réalité a circulé largement chez nous, que c'était de la misère du milieu étudiant. C'était, je crois, le premier texte vraiment qui a eu une circulation européenne très large et aussi américaine. Mais chez nous, c'est arrivé alors. La fascination était cette... voilà, pour le dire dans des termes un peu philosophiques, c'était vraiment cette capacité de pousser à l'extrême la synthèse hégélo-marxiste. Ça veut dire qu'on connaissait bien, moi en particulier, mais aussi mes copains, les gens qui travaillaient avec moi dans les revues d'avant-garde italiennes, non, de Quaderni Rossi à Classe Verraille, comme ça. On connaissait bien cette évolution hégélo-marxiste. On connaissait bien d'autre part Henri Lefebvre. Mais c'était évident que dans les situationnistes, il y avait cette première affirmation fondamentale qui complétait et dépassait cette pensée, qui était la fin de la valeur d'usage. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien qui était dehors de la capacité capitaliste de produire marchandises. Ça veut dire même la subjectivité y était dedans. Donc c'était par exemple un passage énorme pour nous qui ont été surtout liés à la pensée allemande, à l'école de Francfort. C'était pour nous cette absorption de l'univers capitaliste, de l'univers des marchandises, de la subjectivité même à l'intérieur de ça, là où, par exemple, dans toute la conception allemande, restait quand même des noyaux de résistance. Le fait qu'on était inséré, qu'on était obligé à nager à l'intérieur de ça, qu'on était immergé, ça c'était vraiment quelque chose, c'était un saut en avant de la théorie, je parle de ça hein, avant tout, qui était extrêmement important. Et tout ça, ça m'a fasciné. Ça veut dire qu'il fallait dire que la résistance, il fallait la construire de l'intérieur de tout ça. C'était pas quelque chose, c'était pas la classe ouvrière qui résistait au dehors, c'était pas des affirmations culturelles. Ce spectacle était quelque chose qui nous prenait comme quelque chose dans laquelle il n'y avait plus de dehors. Il fallait le réinventer, le dehors. Ça, c'était la chose qui m'a fasciné. L'élément de répulsion était tout à fait parallèle et concomitant. C'était le fait qu'on s'est demandé où. Et en plus, ces gens, de plus en plus qu'on commençait à les connaître, non, qui passaient en Italie, qu'on connaissait les situationnistes italiens, étaient des gens qui vraiment ils refusaient de donner réponse politique. On était dans un univers politique, hein, on est dans les années 60 à cette thématique. Leur lucidité correspondait à une sorte de passivité hargneuse qui nous semblait empêcher l'action. In particolare
En particulier, les Brigades Rouges sont nées à l'usine Pirelli de Milan. Et ceci pas par hasard, parce que la classe ouvrière de la Pirelli exprimait à cette époque le plus haut niveau de conscience politique et d'autonomie après les luttes issues de 68-69. Et justement en 70, cette classe décidée à maintenir l'offensive a été contrainte de suivre de nouvelles formes d'organisation et une nouvelle ligne de combat. Ci proclamiamo pubblicamente militanti dell'organizzazione comunista Brigate Rosse e come combattenti comunisti ci assumiamo collettivamente e per intero la responsabilità di ogni sua iniziativa passata, presente e futura. Moro è qui con tutta l'APC! Moro è qui con tutta l'APC! Moro è qui con tutta l'APC! Con questo corteo silenzioso i democratici cristiani portano in via Gaetani il loro estremo saluto al presidente Aldo Moro. Depuis lors, on a pu voir la démocratie juger si bien le tyran en Roumanie, le pays où les urbanistes étaient devenus fous, et triompher grâce aux victimes de Timișoara, ville martyre, Ubu redevenu roi en Pologne, dans la dynastie des Wałęsa, la coalition mondiale contre l'Irak et son écrasant non-résultat, les républiques russes et le développement de toutes leurs guerres civiles avec la démocratie des prévaricateurs sous Eltsine, les camps de concentration de Serbie et les négociations ethniques de Sarajevo qui continuent pendant l'extermination, malgré la courageuse médiation de l'Europe, le débarquement médiatique humanitaire de Mogadiscio qui portait tant de riz, la victoire de l'état de droit contre Escobar en Colombie, ainsi que les nettoyages accomplis par les escadrons de la mort dans tout le sous-continent, l'abolition formelle de l'apartheid et des massacres des Noirs d'Afrique du Sud, l'Algérie que l'on voudrait faire passer pour le seul pays où l'économie ne fonctionnerait plus du tout, et peut-être par la faute des islamistes, l'Italie des mains propres qui établissait enfin la preuve de l'innocence d'Andreotti. Partout la spéculation est, pour finir, devenue la part souveraine de toute la propriété. Elle s'autogouverne plus ou moins selon les prépondérances locales autour des bourses ou des États ou des mafias, tous se fédérant dans une sorte de démocratie des élites de la spéculation. Le reste est misère. Partout l'excès du simulacre a explosé comme Tchernobyl, et partout la mort s'est répandue aussi vite et massivement que le désordre. Plus rien ne marche, et plus rien n'est cru. Guy Debord, cette mauvaise réputation. Si è obbligati a passare da qua perché non c'è altra strada e si è obbligati a passare da questo luogo. Il y avait un appel à la subordination, il y avait un appel au refus, il y avait un appel, même un appel politique extrêmement clair aux pratiques conseilleristes, non? Il y avait une poussée vers la construction des communautés alternatives, que c'était une positivité réelle à l'intérieur de leur pratique et de leur discours. Mais je dois dire que, dans tout cas, l'aspect théorique, l'aspect destructif primait sur tout le reste. Et ça, c'est pour dire comme... la situation théorique qui a été créée par les situationnistes était une situation extrêmement tendue, représentait vraiment une tension, mais qui n'était pas seulement la tension de la pensée, c'était aussi la tension du réel. En réalité, c'était une grande préfiguration du spectacle à venir. C'était vraiment le postmoderne, non, qui était prévu, non, dans le dépassement de toute une série de conditions dans lesquelles les luttes et la pensée s'étaient développées dans les années 60 et au début des années 70.
Et ces problèmes, donc, cette tension n'était pas simplement une tension que nous, on pouvait vivre avec un certain malaise dans les années 60, s'est révélée, en effet, une situation ontologique, non, pour ainsi dire, historiquement déterminée dans le futur du situationnisme, ça veut dire dans notre situation. Denis Négri, sur quoi Guy Debord fonde-t-il son analyse de la société du spectacle? Il la fonde, selon moi, justement, sur un approfondissement très subtil du marxisme. C'est pratiquement le seul qui a bien su lire les chapitres sur le fétichisme du Capital. Il a développé jusqu'au fond cette théorie des spectres, on dirait aujourd'hui, marxienne, qui est pour certains aspects, justement, je ne vais pas faire la généalogie de la pensée de Debord, qui est certainement déjà dans la pensée de l'avant-gardisme esthétique, non, et dans la dissolution, non, de l'avant-gardisme esthétique, non, dans le surréalisme en particulier, non, c'était dans quelques lieux donnés, non, mais je pense aussi, pour rester dans ma culture provinciale, à certains courants non fascistes ou antifascistes du futurisme, non, voilà, c'était passé un peu le même phénomène. Donc c'était cette modernisation poussée jusqu'au fond. Justement pour... j'étais regardé un moment la société du spectacle, pour se résumer comme ça. Il y a dans Debord aussi, ce sont des pages que je ne sais pas, un jour ou l'autre, il faudrait mettre en lumière très bien. Il y a une nostalgie du moderne, de la Renaissance. Il y a par exemple des petites pages et des petits paragraphes sur la Renaissance, sur la joie. Il y a cette profonde nostalgie du quand la valeur d'usage était productive du beau et de l'universel, je pense aussi. Voilà, qui sont quelque chose qui sont extraordinaires d'un certain point de vue. Voilà. Et il y a, par exemple, je ne sais pas, une référence à Burckhardt et à la civilisation de la Renaissance chez Burckhardt, non, qui est, pour moi aussi, une page de référence absolue. Ça veut dire ce grand rêve, non, de la modernité en tant que capacité de détruire la transcendance, donc de construire un champ d'immanence dans lequel le beau, le vrai et le juste vit. Et c'est évident que cette utopie est vécue, non, dans la modernité. Et où naît Debord? Naît de cette première prise de conscience que cette modernité est vraiment complètement épuisée. Et que donc la valeur d'usage, l'homme même, est complètement repris dans la machine. Voilà. Repris dans la machine, et donc il peut y avoir, oui, la ligne des fuites esthétiques, et il peut y avoir aussi la ligne de l'expérience politique ou de l'aventure politique. Mieux l'aventure que l'expérience, non? Étant donné que... donc la détermination de la situation. Il peut y avoir cette dérive, non, dans laquelle on court, non, entre univers linguistiques différents. On peut y avoir peut-être aussi le mot espoir n'est pas encore complètement mort dans la société du spectacle. Peut-être dans le Debord plus tard. Mais là, il y avait encore, par exemple, ce mot espoir qui pouvait, et cette passion, qui pouvait courir elle-même entre des univers de pouvoir. Voilà. Une étrange brochure
circule à Strasbourg en décembre 1966. De la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels et notamment intellectuels, et de quelques moyens pour y remédier. Cette brochure fait scandale et le Nouvel Obs vous envoie là-bas, Olivier Todd. J'ai reçu la lettre avec le courrier habituel, qui généralement est très fastidieux, et elle m'a frappé. Alors j'étais voir Jean Daniel, je lui ai dit j'ai envie d'aller voir. Il m'a dit vas-y. Alors j'étais à Strasbourg, et puis j'ai essayé de reconstituer les événements des dernières semaines. Ce mois-là, il y avait un événement très conventionnel qui s'était produit. Monsieur Maurice Druon lui-même avait été élu à l'Académie française. On me souvient d'avoir bavardé de ça avec un ou deux étudiants, et il crachait sur lui comme s'il était le représentant de l'anti-littérature. Alors, c'était pas très difficile de reconstituer les événements. Le leader, semble-t-il, était un garçon qui s'appelait Schneider. Et ils avaient décidé tous, cinq, ils étaient cinq au départ, de prendre l'AG, l'Association Générale des Étudiants. Alors, à l'époque, il y avait 350 étudiants syndiqués sur 15 000 à Strasbourg. C'est-à-dire que le syndicalisme étudiant était plus que grumeleux. Alors, ils ont fait une AG, ils ont été élus, ils ont pris le pouvoir. Et ils ont fait ça en distribuant des tracts qui étaient certains assez savoureux. Au début de novembre, ils avaient lancé un tract en bande dessinée qui s'appelait Le Retour de la colonne d'Urruti. Alors le tract s'en prenait à ce qu'ils appelaient, je les cite, les putasseries universitaires. Et puis ils méprisaient les progressistes. Ils disaient quant aux jeunesses communistes révolutionnaires, moi aussi je les encule. Enfin, tout était de ce ton-là. Puis alors, ils avaient une caractéristique que je trouvais, moi, à l'époque, très sympathique, c'est qu'ils s'en prenaient à tous les maîtres de l'époque. Ils expliquaient que les étudiants étaient incapables de passion réelle et qu'ils faisaient leurs délices de polémique sans passion. Et ils tapaient sur les gourous de l'époque, Althusser, Garaudy, Sartre lui-même, Barthes, Lefebvre, Lévi-Strauss. Ils dénonçaient l'humanisme, l'existentialisme, enfin tous les ismes, le structuralisme, le scientisme. Ils tapaient un peu sur tout avec une constance et une égalité dans le négativisme qui, vue aujourd'hui, paraît tout à fait intéressante. Alors il y a eu des drames, ils ont pris l'AG, ils ont ouvert une sorte de boîte, le caveau, ils ont appelé les loupards de la région à venir. Enfin, ce que Sartre aurait appelé la fusion s'est produite entre une partie du prolétariat marginal et puis les étudiants militants. La bonne société s'est affolée et on a vu une espèce d'union sacrée. Et il y a même eu un procès. On a demandé à un juge, monsieur Labador, qui était vice-président du tribunal de grande instance, de nommer un administrateur chargé de surveiller la gestion de l'AG, qui était aux mains des situationnistes, parce que ces gens-là étaient des situationnistes. Et le juge a été très, très méprisant. Il a pris une sorte d'arrêté en disant ces 5 étudiants à peine sortis d'adolescence. Bref, les plaignants étaient des gens qu'on n'attendait pas, de la gauche à la droite. Et à ce moment-là, les choses ont commencé à aller très mal, puisque les situationnistes ont voulu installer des micros dans la salle de l'AG. L'administrateur nommé par le recteur refusé. Il y a eu des rencontres extrêmement bizarres entre le recteur et Schneider, qui était extrêmement impertinent, mais d'une façon un petit peu naïve. À un moment donné, le recteur Bayen a reçu Schneider, qui était le président de l'AG, puis il lui a demandé pourquoi vous traitez les professeurs de crétins. Et alors Schneider a été superbe et niaiseux, comme diraient les Québécois. Il a dit oui, enfin ils sont crétins, disons, par rapport à Hegel. Enfin, les choses se sont envenimées, mais il y a eu un malaise extraordinaire qui s'est créé dans tout le monde étudiant. Et le climax, comme diraient les Anglais, le point de fusion, ça a été quand l'AG a décidé de se dissoudre. C'était un petit peu, si on pense à Lénine, la fin de l'État, quoi. Il n'y avait plus d'État, le communisme universel était réalisé. Et puis, il s'en est resté à peu près là. Le pouvoir a été repris par les gens de l'UNEF.
Et simplement, ces gens-là, je me souviens, me donnaient une espèce d'impression de lucidité, de malaise. Et après, on a eu mai 68, hein, et finalement, c'était quand même très significatif. Hein. Restons dans le cadre de l'université, alors le mouvement aurait été un échec. Écoutez, ça y est, ça change maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rebrouillent. Ah, la vache, pousse-toi. Bon, là, il y a 2 voitures, 4 voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent. Il y a les policiers ont reculé, même les CRS ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers. Parce qu'ils faisaient une critique de la société qui était un peu celle qu'ont fait les étudiants en mai 68 à Paris, à Strasbourg et ailleurs. Ils critiquaient radicalement l'université, ils s'en prenaient d'avance au cours magistral, au manque de contact entre enseignants et enseignés. Et puis, ils ont impulsé indirectement, quand ils sont arrivés à Paris, parce qu'on l'a su à un moment donné que c'est les situationnistes qui arrivaient à Paris, ils sont des responsables de tous les formidables slogans qu'il y avait. Sous les pavés, la plage, on peut dire aujourd'hui que sous mai 68 à Paris, il y avait Strasbourg en situation à la fin de 66. Empuantis par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. « 180 voitures gisant sur la chaussée. Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. » Négativité qui la corrode et la définit formellement. Parler de vie sonne aujourd'hui comme parler de corde dans la maison d'un pendu. Perdu la clé du vouloir vivre, toutes les portes s'ouvrent sur des tombes. Or, le dialogue du coup de dé et du hasard ne suffit plus pour justifier notre lassitude. Ceux qui acceptent encore de vivre engarnis dans leur propre fatigue se font plus aisément d'eux-mêmes une image indolente qu'ils n'observent en chacun de leurs gestes quotidiens un démenti vivant de leur désespoir. Un démenti qui devrait plutôt les inciter à ne désespérer que de leur pauvreté d'imagination. International situationniste numéro 7, avril 1962. Ralph Rumney, l'international situationniste a quand même beaucoup anticipé le contenu de mai 68. Oui, on l'a beaucoup regretté aussi. Il faut lire Lias. C'était une chose totalement prématurée, futile, vouée à l'échec. Et en fin de compte, qui a mis fin à l'IS aussi. Mais si vous lisez les documents que Joe Schnapp a publiés, on se rend compte que les premiers 3 jours de l'occupation de la Sorbonne étaient l'exercice d'une démocratie exemplaire. Non, je veux plus rien. J'étais pas là, j'étais à Londres. Mais c'est à peu près tout ce que je peux dire sur mai 68. Je crois que le putsch des Katangais, la manipulation ensuite par le Parti communiste, tout ce qui est intéressant pour moi, c'est les premiers 3 jours où, malgré eux, les situationnistes ont pratiqué, donné une modèle de ce que pouvait être une démocratie moderne.
assassinats, l'enlèvement d'Aldo Moro, la guerre d'Algérie, le Vietnam, la révolte noire de Los Angeles. Il n'y a pas de hiérarchie. Oui. Oui, je sais, mais vous voyez, ça c'est du terrorisme, hein. Le sien. Je ne parle pas de cette série d'événements que je ne veux pas particulièrement défendre, mais qui sont quand même... ils sont tous des phénomènes, ou des épisodes historiques, ou des situations qui ne se seront jamais passés s'il n'y avait derrière un petit bord. Donc, cette espèce de... Ça veut dire, Debord est un mauvais maître, de ce point de vue. Un mauvais maître de la pratique. Ça, la puissance qu'a eu ce bouquin était aussi celle de pousser les gens à cette œuvre de destruction, non? À être vraiment des balais de Dieu, non? Qui détruisait ces spectacles. S'il n'y avait plus la possibilité de construire sur la base des valeurs d'usage, du mouvement ouvrier, de toutes ces belles choses que la tradition nous avait données, s'il n'y avait rien à construire, quoi faire? Sinon, utiliser l'arme qui organisait, le bras qui organisait le spectacle à la violence. Certes, d'abord, j'ai dit, dans le même moment dans lequel vous faites ça, vous devenez homologue. Et dans votre tête fonctionne l'idée de conquérir l'État. Oui, mais... Pas de le renverser. Oui, pas de le renverser. Qui peut le dire? Je pense que... à un certain point, dans cette... le rapport entre l'analyse de la réalité, d'une réalité mauvaise, et l'apologie de l'existante, il peut y avoir ou d'identité, ou des ambiguïtés. Peut-être que les gens que Debord il attaque, ils essayaient de jouer l'ambiguïté. Moi, j'ai connu des situationnistes qui étaient en prison pour terrorisme. C'était des traducteurs italiens de l'international situationniste. En Italie, il y avait un groupe qui s'appelait Azione Diretta, qui n'a rien à faire avec l'organisation française du même nom, et qui étaient tous des gens qui avaient... le livre de chevet, c'était de Guy Debord. Mais dans tout cas, je ne dis pas que Guy Debord était seulement un mauvais maître, hein. Je dis que son discours était à l'intérieur d'une certaine construction du refus, et pas seulement de la résistance, hein, mais du refus. Et pourtant, mai 68 est son échec, parce qu'il marque la fin de l'IS. Oui, mais je ne comprends pas comment il pouvait avoir l'illusion que les choses marchaient dans une autre façon. D'autre part, je crois que l'IS n'a jamais été un mouvement politique. C'était un gigantesque forum d'idées et une espèce de lobby de la pensée, de l'esprit. La baisser à être une organisation politique, c'est quelque chose d'assez ridicule. Une organisation politique, bon, on les connaît bien, hein, sont tout autre chose. Je n'ai pas revu après. Si je l'ai revu en 68. On s'est revu après 10-15 ans. Alors comment est-ce qu'il a vécu 68? Est-ce que c'était l'homme de l'ombre? Ou bien il voulait prendre le pouvoir? Non. Il n'a jamais voulu prendre... Enfin, moi, que je sache et que je pense, il n'a jamais voulu prendre le pouvoir. Il était, moi, je l'ai rencontré, il était avec le conseil, ce qu'on appelait le conseil des occupations, là, comme ça, à la Sorbonne. Et moi, je travaillais dans un comité d'action, voilà, comme ça, et puis je l'ai retrouvé après, aussi, rue d'Ulm, quand on a décroché, comme ça, que la Sorbonne commençait à être récupérée. Moi, je travaillais un petit peu avec les gens du 22 mars, Cohn-Bendit, après que j'ai revu, d'ailleurs. Et je suis allé en Italie, et il m'a donné, c'est là, cette occasion, une partie de sa littérature pour remettre à un groupe de situationnistes qui était à Milan. Donc c'est la seule fois que j'ai pu, après je l'ai plus revu. D'ailleurs c'était assez terrible pour passer la frontière avec rempli de ces tracts et de cette littérature excessivement violente. Vous pensez que Guy Debord est monté à Paris pour faire sa révolution qui s'appelle mai 68? Ou pour, du moins pour l'induire, pour la susciter? Je pensais qu'il avait un rôle à jouer.
Comment est-ce que vous l'avez vu pendant mai 68 ? Dandy, très élégant, très arrogant ? Non. Moi, comme je l'ai vu, les 2 fois que je l'ai vu, c'était à la Sorbonne et l'école de rue d'Ulm. Et il était avec un groupe, vous étiez 4 ou 5, je n'ai jamais vu plus de gens avec lui. Et bon, comment vous dire, le moment il est comme ça, il était excessivement calme, il attendait, il n'était absolument pas excité, alors que tout le monde était excité, mais lui pas du tout. Il était là, c'est tranquille, on a une conversation très paisible, à des moments, au contraire, ça... Non, je ne l'ai pas vu agité du tout. Qu'est-ce qu'il semblait défendre ou revendiquer ? Ah bien, il revendiquait une révolution, il pensait une révolution très... jusqu'au boutiste. C'est une révolution peut-être idéale entre eux, mais je ne sais pas comment la qualifier. Mais une révolution totale, un monde nouveau. Mais je ne sais pas si il se voyait partie prenante, c'est-à-dire s'il y avait une question de pouvoir. Pourquoi l'IS cesse après les événements 68 ? Ah, voilà, nous abordons des grandes questions. D'abord, elle n'avait plus raison d'être, car il y avait tellement de mouvements pro-situ, néo-situ, proto-situ, ex-situ aussi. Tout le monde se réclamait des situs. Et de plus, comme le dit bien Guy Debord dans La véritable scission, il n'y avait pas d'idées nouvelles. Donc la chose avait été noyée par ce que certains, à tort, appellent son succès, qui était, mai 68, c'était la défaite de l'IS. Car, vous voyez, le personnage exemplaire pour moi, où les personnages ne sont pas des situs, c'est Gilles Volman, qui modestement a continué à faire des petits détournements qui sont finalement très importants, et Gilbert. Gilbert, dont personne n'a entendu parler, et qui a aussi accompagné la théorie par la pratique. Jean-Claude a quitté Saint-Germain-des-Prés, a quitté tout, apparemment, et d'une sorte de curieuse façon d'intellectuel, il a fait son tour de France. Mais pas comme intellectuel du tout. Il savait faire de la maçonnerie. Et bon, on le retrouvait à Reims ou à Rennes ou Dieu sait où. Et quand il en avait marre, il allait ailleurs. Il disait, je suis maçon, je suis disponible. Et il vivait ainsi. Il passait ses soirées au bistrot à squatter convenablement. Et le lendemain, il était là, vous montez une cheminée ou quelque chose. Ce qui l'empêchait pas de lire, de tout savoir. Pourtant, il trimballait pas de bagages. Il n'avait pas de domicile fixe. Vers la fin de ses jours, où subitement on découvre qu'il devient chef des opérateurs de scène au Palais Garnier. Mince, comment il l'a fait, je l'ignore, parce que son CV ne correspondait pas du tout. Donc là, il était apparemment assis dans un bureau et il disait aux gens faites ceci ou faites cela. Puis le gouvernement a décidé subitement l'un des premiers actes néfastes de notre vie actuelle, c'est que chaque citoyen doit avoir un compte en banque. C'est-à-dire, chaque citoyen est fiché, obligatoirement. Et Jean-Claude a protesté, il a dit « je veux pas de compte en banque, je refuse ».
Donc, il a commencé, ça a duré 2 ans, un dossier de lettres et de ripostes, jusqu'à ce qu'il est parvenu à faire reconnaître qu'effectivement, si on est disposé à faire tout ça, on a le droit de se faire payer en espèces. Voilà. Parce que notre problème à tous, même si on diverge, c'est le refus total. C'est pas qu'on pense qu'une réforme ou une révolution peut changer le monde. C'est tout. Il faut changer tout. Il faut changer le concept de la vie. Il faut changer quelque chose dans la tête des gens. Et c'est pour ça que c'est parti peut-être des artisans culturels plutôt que des ouvriers. Et Jean-Claude, béni soit son âme, il me maudirait pour ça, était quelqu'un d'exemplaire. Je vous lis par exemple cette citation d'Anselme Jappe. Debord souligne que voir partout des conspirations, des machinations de la police et des activités des services secrets, c'est-à-dire la conception policière de l'histoire, était effectivement une vision réductrice jusqu'à une date récente. Aujourd'hui, au contraire, les services secrets sont devenus la plaque tournante centrale des sociétés spectaculaires. Moi, je suis complètement d'accord. Je me souviens maintenant, excusez-moi, mais un discours qui a fait Rocard il y a quelques années, quand il était au pouvoir, dans lequel il a déclaré que la réforme de la police était le laboratoire fondamental pour l'administration publique aujourd'hui. Et moi, j'ai fait un article qui s'appelle Polizeiwissenschaft, qui est justement la répétition, si vous voulez, un peu de cet adagio de Debord. C'est évident que le rapport entre police et administration, mais dirais-je plus, entre police et vérité, et déclaration de la vérité, entre police et doxa, non, comme ça, pour utiliser le terme, l'opinion, voilà, devient de plus en plus intime. Mais ça nous amène encore à ce problème. Quand cette société du spectacle devient une machine active, conspirative contre l'homme, quand ce processus policier investit tous les noyaux de la communication, et tout ça est fait dans une forme machinique. Bon, alors, quel est notre espoir? Si vous voulez, la critique à Debord est toujours une critique qui, à l'intérieur de ces procès, voit, c'est pas ce que Marx appelait le travail vivant, ce qu'on peut appeler l'esprit constituante, ou la puissance, ce que Spinoza appelait le désir, qui sont quelque chose qui casse tout ça. Et irréductible, cette travail vivant, cette puissance spinoziste à la parole poétique, c'est le moi. Seulement si cette parole poétique est comprise comme un rêve utopique, non, qui traverse tout ça. Mais c'est pas ce que Debord concevait, pensait. Debord pensait fondamentalement, je suis convaincu, et sur ça je suis convaincu, à l'action comme élément de rupture. Et à un certain point, cet espoir sur l'action se trouve devant des obstacles
de plus en plus forts, des obstacles qui deviennent des limites, parce que si chez Debord il n'y a pas une possibilité spinoziste de sortir, non, à travers un désir fort de ça, il n'y a pas l'acceptation, la résignation. Il y a l'insistance sur le point de rupture, sur l'action comme quelque chose qui peut casser. Et après rien. Et après, il y aura des actions qui s'accumulent, des conseils qui se constituent, une démocratie directe, directissime, qui se développe, un espoir qui devient concret, non? Parce que cet espoir de Debord reste quand même fortement marxiste, fortement imprégné du corps, de ses nécessités, de ses besoins. Et donc... de ce point de vue, je crois qu'il faut insister sur cette spécificité du moment de l'action chez Debord, du moment à la conspiration correspond l'insurrection, l'insubordination. Et si cette insubordination ne devient pas, ne peut pas devenir insurrection, ça doit être quand même un mouvement de dérive, de traversement, de rupture. Aujourd'hui, on l'appellerait nomadisme. On reprend l'errance. Voilà. On revient à ça, non? À propos de violence, vous pensez à quoi? Je pense à la violence des propos, surtout des propos comme vous avez lu sur la lettre, va buter, un truc comme ça, mais bon, c'est une figure de rhétorique. Mais cette figure de rhétorique, il savait l'employer. Vous savez, comme ça, je crois qu'il n'a jamais été mêlé, parce qu'aujourd'hui, il faut faire très 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 attention quand on parle de buter, de choses comme ça. Et vous avez ça parmi les jeunes, hein, maintenant. Mais alors, c'est ce qui est incroyable, c'est que là, c'était quelqu'un qui était plutôt dans l'élite avant-gardiste, comme ça, et que maintenant, vous avez dans les banlieues, vous avez les mêmes types qui disent « Ah, si tu me parles comme ça, tu vas voir, je te tue, hein, je te jure que je te tue !» Bon, il y a quelque chose de très Debord, là. Mais ces jeunes de banlieue, n'ont jamais tué personne, ne tueront jamais personne. C'est une figure de rhétorique. Et lui non plus, il ne voulait pas tuer en disant « On va buter, on va... » D'ailleurs, le mot « buter », je veux dire... on peut à ce moment-là examiner la métaphore, étudier. Alors c'est plaisant dans le sens où c'est tonique par rapport à la pensée, c'est-à-dire il faut buter un certain nombre d'idées parce que c'est les idées qui nous tuent, donc on va tuer ces idées et on tue des idées par des idées. Mais il n'est jamais question dans ces métaphores, et alors ces métaphores deviennent guerrières pour toutes sortes de raisons, mais je veux dire, elles ne correspondent pas à une situation de ce qu'on appelle aujourd'hui les terroristes, parce qu'à l'époque, être terroriste, c'était quelque chose qui était aussi de l'ordre de la métaphore, quelque chose de très bien. Le terroriste, d'ailleurs, c'était l'image encore très, très proche de la fin de la guerre, des maquis et des résistants que les Allemands appelaient des terroristes. Alors donc, ce n'était pas péjoratif du tout. Aujourd'hui, ça a pris toute autre connotation, toute autre chose. C'est devenu autre chose. Et donc ça se mélange. Et c'est ça qui est très, très délicat à faire comprendre. Donc sa violence, à mon sens, quand on en parle, c'était pas une violence guerrière et imbécile, c'était le contraire de ça. C'était une violence de Sade, dans ça quelque chose, mais on ne peut pas, ce serait criminel de notre côté pour moi d'assimiler Sade au SS, parce que bon, ça n'a rien à voir, malgré que lui tuer comme ça, mais c'est pas pareil. Donc il faut bien faire attention, à mon sens, quand on vous parle de la violence de Debord. Et je dirais quelque chose sur la violence. Brecht fait une très jolie phrase qui dit on parle toujours de la violence des fleuves, mais on ne parle jamais, on oublie toujours de parler de la violence des rives qui font ces fleuves. Et lui, c'est les rives qu'il attaquait, c'est cette chose-là. Großes Souvenir mit. Ja, guck hier. Genau. Ja? Und wir kommen von weit angereist und doch als Erinnerung, als Andenken habe ich vor, so ein Stück mitzunehmen. Nicht so Quadratmeter nicht, ne? Nur so ein kleines Stück. Nein, nur so 2, 3. Ja, das habe ich wohl vor.
de l'explosion de bombes derrière. Je mettrai un micro dehors pour que vous puissiez écouter. Le ciel est rempli de balles traçantes de la DCA. C'est très fort. Et l'attaque apparemment continue. Al poporului, declarând în secret, condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii pentru săvârșirea infracțiunilor de genocid prevăzute de 357 alineatul 1 litera C cod penal, subminarea puterii de stat prevăzute de articolul 162 cod penal, acte de diversiune prevăzute de articolul 162. Commentaire sur la société du spectacle. Renversant une formule fameuse de Hegel, je notais déjà en 1967 que, dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Les années passées depuis lors ont montré les progrès de ce principe dans chaque domaine particulier, sans exception. J'ai rien à me faire rapprocher, en particulier sur le plan des mafias. Il tue maintenant. Ce n'est plus des menaces, mais il passe à l'action. Et notre vie est en danger maintenant. Si vous faites rien, ils vont nous exécuter. Il faut absolument faire quelque chose le plus rapidement possible. Voilà, ils ont mis leur menace à exécution. Narcissism is an ugly fault, and error is a boring fault too. Between living and grieving, there is a third thing. L'IS. La suite viendra partout. Et si nous, dans une certaine mesure, sur le retour de ce mouvement, nous avons écrit notre nom, ce n'est pas pour en conserver quelques moments ou en tirer quelque autorité. Nous sommes désormais sûrs d'un aboutissement satisfaisant de nos activités. L'IS sera dépassé. Mais non, je vois très distinctement qu'il n'y a pas pour moi de repos. Et d'abord parce que personne ne me fait la grâce de penser que je n'ai pas réussi dans les affaires du monde. Mais fort heureusement, personne ne pourra dire non plus que j'y ai réussi. Il faut donc admettre qu'il n'y avait pas de succès ou d'échec pour Guy Debord et ses prétentions démesurées. C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyions finir quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. L'appareillage d'une époque pour la froide histoire n'a rien apaisé, je dois le dire, de ces passions dont j'ai donné de si beaux et si tristes exemples. Comme le montrent encore ces dernières réflexions sur la violence, il n'y aura pour moi ni retour ni réconciliation. La sagesse ne viendra jamais. L'internationale situationniste. La sagesse ne viendra jamais.
témoins Marc O et Ralph Rumney. Tonini Negri, Olivier Todd. Voix de Guy Debord. Texte lu par Didier Deninx et Francis Cohen. Archive INA, Yves Builly. Groupe de réalisation, Gilles Pézra, Pierrick Charles, Claude Giovannetti, Jean Dère.